Conditions sur site. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. L'équipe de choc du mercredi première heure. Ce sont deux cancres qui n'arrêtent pas de rigoler ensemble. C'est Olivier d'Artigol et Catherine Ney. Mais le Chers surveillant amis, général est là. bonsoir. Le surveillant général Le est là. surgé, comme on disait à une époque dans certaines écoles. On va pas citer de nom. Très bien. Bonsoir Martin Garagnon. Bonsoir Pierre. Vous êtes le porte-parole de Renaissance, vice-président de Renaissance Hauts-de-Seine. Comment est-ce que vous qualifieriez cette chasse au trésor ? Et quand je dis chasse au trésor, c'est chasse aux 40 milliards. On a l'impression que tous les jours, on sort une nouvelle carte. Aujourd'hui, c'est Madame de Montchalin qui a décidé de s'en prendre aux niches fiscales. François Bayrou, hier, disait que les Français ne travaillaient pas assez, alors que selon un sondage Elab, ils sont 6 Français sur 10 à dire qu'ils travaillent suffisamment. Jusqu'où on va aller comme ça ? Et est-ce qu'on va finir par trouver un budget ? Hier, vous avez eu une intervention du Premier ministre que j'ai trouvé extrêmement didactique. Déjà, un discours du Premier ministre qui démarre par une citation de Lénine, c'est quand même plutôt rare. Quand il cite « Seule la vérité est révolutionnaire », c'est assez original. Ça ne règle pas le problème, Martin Garagnon. Non, mais cela dit, il a quand même été très didactique dans la mesure où il a évoqué un certain nombre de faits incontestables, des constats, avec des tableaux, avec des graphiques, avec des courbes à l'appui, qui montrent un certain nombre de réalités. Et je pense que c'est une épreuve de vérité aussi que les Français doivent appréhender. Oui, il a montré que désormais. les Américains travaillaient beaucoup plus que les Français. Mais il a montré beaucoup de choses. Il a montré qu'on rentrait beaucoup plus tard sur le marché du travail en France et qu'on en sortait aussi beaucoup plus tôt. Donc, ce qui pose effectivement la question toujours serpent de mer en France de l'employabilité des seniors. On voit bien que si on avait un taux d'employabilité des seniors aussi élevé qu'en Allemagne ou aux Pays-Bas, on réduirait nos problèmes de déficit et d'endettement. Qu'est-ce qui va pas en France sur l'employabilité des seniors ? C'est un point extrêmement important, justement. A été mis en place un index sur justement la parité femmes-hommes dans les entreprises. Un index sur les seniors pourrait être aussi renforcé avec des sanctions pour les entreprises qui ne respecteraient pas. Alors évidemment, tout ça se décline secteur d'activité par secteur d'activité. Il ne s'agit pas d'imposer un quota de seniors pour des métiers physiquement durs dans certaines catégories de travail. Tout ça mériterait d'être affiné. Mais il y a beaucoup de propositions qui peuvent être faites. Donc ça, c'est des constats macroéconomiques sur la durée du temps de travail en France. C'est une réalité. En France, on ne travaille pas assez. Maintenant, aller demander effectivement aux Français s'ils estiment qu'ils travaillent trop, moi je pense que je ferai partie aussi de ceux qui répondraient oui. Le problème, c'est que ceux qui travaillent trop, et ceux qui ne travaillent pas, évidemment, c'est cela en fait qui pose un problème. Les jeunes rentrent sur le marché du travail trop tard et les anciens. Mais parce qu'on leur demande des qualifications. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez un poste intéressant, il faut faire beaucoup plus d'études qu'avant. Pas uniquement. Vous avez aussi des. Mais ici, aujourd'hui, quand vous êtes avocat, il faut avoir 2 DESS. Aujourd'hui, ça s'appelle autrement. Alors que du temps de mes parents, il suffisait d'avoir une licence en droit. Bien sûr, mais du temps de vos parents, j'imagine que c'était aussi la période des 30 glorieuses. Donc on peut difficilement comparer une époque où les carrières étaient possibles, où les employés restaient dans une entreprise tout au long de leur carrière. Enfin, ces temps-là sont révolus. Mais vous faites partie de, je pense, de ceux qui ont la chance de pouvoir évoluer au sein d'une entreprise, de s'y épanouir. Moi, je fais partie d'une génération qui doit pas être très très éloignée de la vôtre. Je suis de 78, mais moi, j'ai grandi avec l'idée que dans ma vie, j'aurais plusieurs métiers, j'aurais plusieurs employeurs. Et la génération d'après, celle encore d'après, je pense que pour eux, c'est une évidence. Donc, il y a un certain nombre de réflexions qu'il faut que l'on partage, des constats. Je pense que le Premier ministre hier a posé des constats tout à fait objectifs, qui sont peut-être durs à entendre, mais qu'il faut qu'on accepte. Et maintenant, la question, c'est celle des solutions. Et les solutions, vous avez commencé à en parler. Amélie de Montchalin a évoqué évidemment les niches fiscales. Il y a aussi la question sur les agences. Je crois que certains aussi ont évoqué aussi cette question-là. On a plus de 1000 agences en France. Toutes peuvent être. On a eu un nouveau haut-commissaire au plan qui vient d'être nommé. Monsieur Beaune. Une de ses premières missions qu'il a actées, c'était la fusion de 2 entités qui visiblement doublonnaient un petit peu le travail. Donc, et ayons aussi cette réflexion. Il ne s'agit pas de dire que c'est la faute à ces agences si on est dans une situation de déficit. Il s'agit juste de dire que nous devons, au niveau de l'État, d'être exemplaires. Ça concerne aussi les parlementaires. Moi, je vous cache pas que, alors que on était dans la majorité à cette époque-là, ça m'a un tout petit peu chatouillé quand les parlementaires décident d'eux-mêmes d'augmenter leurs indemnités parlementaires. Moi, ça me pose un problème. Voilà. Donc j'ai eu l'occasion d'en débattre. Mais oui, mais parce que l'exemplarité, elle doit s'appliquer à tous. On peut pas demander aux Français de se serrer la ceinture et puis faire des dépenses pharaoniques ou augmenter des indemnités parce que c'est nous qui les votons. Moi, je vote pas mon augmentation de salaire. C'est mon patron qui décide si oui ou non je suis augmenté. Et lorsqu'il faut se serrer la ceinture, il faut tous se serrer la ceinture. L'ancien professeur François Bayrou a voulu attirer l'attention de la classe France, de nos concitoyens, sur la situation budgétaire, sur non plus un Himalaya, mais un Annapurna à plus de 8000 mètres, en renvoyant les premières décisions ou annonces au 14 juillet, date pour moi assez improbable d'un calendrier politique, pour un budget à l'automne de tous les dangers.
Donc ça, c'est ce qui est présenté. Concernant Renaissance, est-ce que vous avez d'ores et déjà des propositions fortes, claires, pouvant traduire cet effort de 40 milliards de manière précise? Mais nous, à Renaissance, on a quand même, je pense qu'il serait de bonne loi de reprendre un certain nombre de propositions que Gabriel Attal a laissées sur son bureau de Matignon en partant et qui mériteraient d'être poursuivies et prolongées. Gabriel Attal, en peu de temps, a fait un effort considérable. Michel Barnier a dit qu'il n'y avait pas grand-chose sur le bureau. Alors, il a peut-être mal cherché dans les tiroirs, mais en tout cas, il y avait un certain nombre de textes sur lesquels Gabriel Attal avait pu avancer, pas uniquement d'ailleurs sur des questions économiques ou budgétaires, mais sur la délinquance des mineurs. D'ailleurs, c'est revenu à l'Assemblée il y a quelques semaines. Donc, nous, on a tout un arsenal de propositions qui sont prêtes. Maintenant, vous n'aurez pas échappé qu'on n'a pas la majorité au Parlement. Est-ce que, par exemple, vous mettez à contribution les retraités? Non, là, je parlais vraiment d'aller chercher 40 milliards. Comment vous faites? Les 40 milliards, nous, on a une considération qui est assez simple, que je partage évidemment totalement, c'est que tout principe qui reposerait sur la hausse de la fiscalité est pour moi synonyme à la fois d'une faiblesse intellectuelle et d'une forme de démagogie totalement déceptive parce qu'elle ne fait finalement que entretenir la crise de légitimité du politique. Alors, quelle proposition? Donc, taper sur la fiscalité, actionner le levier de la fiscalité dans un pays qui est déjà parmi les plus taxés au monde. On a quand même le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé des pays de l'OCDE. C'est pas possible. Que ce soit d'ailleurs sur les classes moyennes, sur les entreprises. Voilà. Donc il y a des leviers de fiscalité qui peuvent être joués, notamment sur les très hauts revenus. Et après, pour nous, on considère que, en fait, vous avez trois leviers, soit la hausse de la fiscalité, soit la baisse des dépenses, soit tout miser sur une hausse de la croissance. Évidemment, l'idée, c'est de faire aussi un mix des trois. Le principal enjeu, c'est de réduire la voilure des dépenses publiques. À tout niveau, que ce soit les dépenses sociales. On va voir dans un instant comment est-ce que vous y parvenez, cher Martin Garnier. 19h26, une pause et on se retrouve dans un instant dans Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Maël Hassani qui revient à 19h45 pour le rappel des titres et à 20h pour le journal. Martin Garagnon est toujours avec nous, porte-parole de Renaissance, vice-président de Renaissance Hauts-de-Seine. Quand vous avez énuméré vos pistes sur la façon dont on pouvait trouver l'argent, il y en a une qui revient incessamment et qui est retenue, je crois, par Monsieur Lombard. C'est celle de taxer les plus riches. Alors moi, ça me rappelle incessamment et à chaque fois ce passage dans Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable de Romain Gary, où Jean-Pierre raconte à son fils en lui disant, tu vois, regarde, aux États-Unis, quand il y a un type qui roule en Cadillac, il s'arrête au feu rouge, le type à côté est en voiture, il le regarde, il dit, oh, un jour moi aussi j'aurai une Cadillac. Et puis en France, quand il y a un type qui arrive avec une grosse bagnole, type en 2 chevaux à côté au feu rouge, je regarde, quel connard, celui-là veut pas rouler en 2 chevaux comme tout le monde. C'est-à-dire qu'on est quand même ici dans un pays où on n'a pas le droit d'être riche, où il n'y a pas de méritocratie, où on n'a pas le droit de construire une entreprise sans être tranquille derrière. Il y a toujours le partage de la division. Alors d'un autre côté, il y a aussi une partie des gens qui disent, mais vous comprenez, il y a 1% des gens de la planète qui détiennent, je crois que ça a descendu à une époque, c'était 85% des richesses qui étaient complètement dément. Bon, voilà, j'arrête mon ito ici et je voulais vous faire entendre Geoffroy Roux de Bézieux, à qui on a demandé ce qu'il avait pensé de la conférence de presse de Monsieur Bayrou. Il était à votre place ici même hier soir. C'est un bon diagnostic, je suis heureux que François Bayrou le fasse, on dirait presque un président du MEDEF. Petit mot quand même sur les économies, les 40 milliards d'économies. C'est pas tout à fait des économies. Je vais le donner de manière un peu imagée, mais quelqu'un qui est en surpoids, qui continue à grossir, mais qui grossit moins vite, il maigrit pas. Il continue à grossir. Donc, je veux dire, il faut que les Français se rendent compte que ce qu'on leur demande, c'est pas des efforts colossaux. Et j'ai entendu Monsieur Mélenchon dire c'est la Grèce. Mais non, la Grèce, on baissait le SMIC de 25%, on baissait les retraites. Donc on était donc complètement autre chose. Donc heureusement que François Bayrou, sonne un peu le tocsin. Ce que je voudrais voir, moi, c'est les mesures qu'il y a derrière. Catherine Ney. Ben oui, c'est vrai qu'on attend une fois qu'il y a on attend l'ordonnance. Voilà. Alors c'est très difficile Bayrou. Parce que quand on a autant de mots qu'il a bien qualifiés, vous savez, ça veut dire que l'ordonnance doit être longue. Et le problème, quand un médecin qui voit un état malade, il a tendance à rallonger le nombre des médicaments. Mais on sait très bien qu'il y a des incompatibilités et qu'il y a des effets pervers de ces médicaments qui font que ça peut
C'est très très difficile à manier. Des effets secondaires. Donc, des effets secondaires très néfastes. D'ailleurs, vous achetez un médicament, vous lisez la notice, vous le prenez pas tellement vous avez peur. Bon, bon. Ça sent le vécu. Là, oui, non, mais je veux dire que là, c'est un travail, ça n'a jamais été fait. Depuis que je suis journaliste, bon, il y a eu des déficits, j'ai toujours entendu dire les déficits. On ne trouve jamais. On ne trouve jamais. On dit que, et ça, alors là, la tronçonneuse, moi je dis, c'est toujours la lime à ongles, quoi. On sort des petits trucs minables. Alors là, je me demande comment on va réussir à faire ce qui n'a jamais été fait, alors que on est dans cette situation qui est absolument inédite parce qu'on n'a jamais. On aurait pu anticiper. On aurait pu anticiper. Ce que vous dites, c'est qu'on aurait pu anticiper. Là, on attend d'être vraiment sur le mur qu'au départ, et non pas au pied du mur. Le premier quinquennat Macron, avant le Covid. Là, je veux dire, le travail avait été fait, on était à 3,7, je crois, 3,2, je sais plus, enfin, c'était vraiment... Et puis, après, tout a explosé, mais après le Covid, on a continué sur la même pente, et c'est vrai que le président était plutôt généreux. Parce qu'il misait sur la croissance. Il misait sur le retour de la croissance. Enfin, ce sont les mêmes qui nous reprochaient, à l'époque d'aider les Français, justement, de garantir le pouvoir d'achat des Français. La France était le seul pays en Europe à autant aider ses concitoyens pendant la période du Covid. Ce sont ceux-là même qui nous le reprochaient à cette époque-là, qui nous reprochent maintenant d'avoir accru l'endettement du pays. Donc c'est toujours facile, si vous voulez, de taper sur une situation à un moment T et de demander l'inverse le lendemain. Moi, je partage votre analyse. Moi, ma seule réserve, c'est qu'en France, systématiquement, depuis des décennies, la vache à lait, c'est les classes moyennes, c'est ceux qui gagnent entre 2500 et 5000 euros par mois. Là, j'entendais des propositions de vous allez payer vos médicaments au prorata de ce que vous gagnez. Je suis désolé, c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Autant un ultra riche qui va gagner 40 000 euros par mois peut se payer sa boîte de Doliprane, je ne pense pas que ça lui fasse très mal si on lui rembourse pas. D'ailleurs, il la paye et il regarde pas. Hein. Mais oui, enfin, ça dépend. Mais les efforts, si vous voulez, ils doivent porter aussi ailleurs que sur ces classes moyennes-là. Il y a des millions de Français qui se lèvent tous les matins, qui triment au quotidien, qui n'ont droit à aucune aide, qui ne réclament jamais rien, qui ne font jamais grève, qui ne se plaignent pas, et sur qui on tire à chaque fois. Donc ceux-là, c'est pour ça que nous, à Renaissance, on a une ligne rouge. Alors je sais que c'est plus la mode des lignes rouges, parce que ça fait un peu zèbre énervé, mais on a quand même cette ligne rouge-là, c'est la fiscalité, notamment sur les classes moyennes, on n'y touche pas. On a déjà une fiscalité qui est extrêmement forte sur cette catégorie de population-là. Donc ça, c'est niette. Écoutons Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, qui aujourd'hui menace de ne plus certifier les comptes si ça continue comme ça. J'aimerais vous faire part, non pas de ma mauvaise humeur, mais de ma très mauvaise humeur, s'agissant des suites, ou plutôt de l'absence systématique de suites qui sont données à l'acte de certification que nous publions annuellement. En l'absence de progrès significatifs en 2025, la Cour pourrait être amenée à tirer les conséquences, dans son opinion, en cohérence avec les normes internationales d'audit auxquelles elle se réfère, autrement dit, à refuser de certifier les comptes de l'État et de la Sécurité sociale. Alors, il ne peut pas parce que c'est un rôle consultatif jusqu'à présent, la Cour des comptes. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette sortie assez inhabituelle de Pierre Moscovici, Martin Caragnon? Je trouve que c'est une alerte qui est plutôt saine, qui dit aussi, qui finalement rejoint... Il y a des colères saines, vous diriez? Et on peut reprendre cette expression fameuse de Ségolène Royal. Ça rejoint finalement le diagnostic du Premier ministre. Bon, alors évidemment, la Cour des comptes, vous l'avez dit, c'est pas un commissaire aux comptes, c'est-à-dire que c'est consultatif. Oui. Il n'y a pas de ça validation. Ça serait peut-être pas mal d'ailleurs que ça change, parce que la Cour des comptes, depuis, alors Moscovici, puis avant lui Didier Migaud, depuis combien de temps ils alertent? Tous les ans, on a en janvier la Cour des comptes le rapport. On fait des papiers pendant 3 jours, et après on n'en parle plus. Ça aussi, c'est pareil. C'est comme l'idée d'inscrire une limite maximale du déficit dans la Constitution. Il faut aussi se garder une forme de souplesse, mais ça n'empêche pas la rigueur dans la gestion du quotidien de l'argent public, mais vouloir à tout prix mettre des barrières, à l'heure actuelle, on a des outils qui nous permettraient de revenir vers des budgets beaucoup plus sains. On n'a pas besoin d'être dans l'inscription définitive dans le marbre de la Constitution pour imposer des normes. On n'a pas besoin d'avoir les colères saines de Pierre Moscovici pour se rendre compte de certaines évidences. Donc, une fois de plus, n'attendons pas ce moment-là. Vous l'avez dit, Madame Ney, vous avez connu beaucoup de budgets en déficit, mais vient un moment où nécessairement ça ne sera plus possible. Et je pense qu'on s'approche très dangereusement de ce moment-là. Le mur se rapproche au fur et à mesure. Ça n'est pas qu'une lubie, c'est pas juste crier au loup et le fameux conte de Pierre et le loup. Je pense qu'on est quand même dans une situation. Alors, il y a d'autres options. Il y a sortir, par exemple, des calculs du déficit pur
public les coûts, les investissements liés à la défense et à la sécurité, notamment dans une époque où l'Europe et notamment la France doivent réinvestir dans leur défense pour des questions évidentes de souveraineté. Donc ça peut être aussi une piste de réflexion, d'investir dans la défense en sortant cela du calcul. Non, c'est pas une économie, mais il y a d'autres sources de financement pour les investissements de défense notamment et pour le réarmement de l'Europe, parce qu'on en est là, et finalement l'élection de Trump permet aussi cette clarification-là, de pouvoir à nouveau européaniser notre continent. Je pense que c'est aussi l'aspect positif qu'il faut qu'on tire de cette situation. Mais sur le reste, les pistes, elles existent sans tomber toujours dans les mêmes vieilles recettes qui sont, on va augmenter la fiscalité, parce qu'on sait très bien ce qui me pose problème. Nous, on n'est pas du tout dans cette vindicte, vous aviez cette métaphore de la Cadillac. On n'est pas du tout sur la lutte contre les riches. Il faut à tout prix taper sur les riches. On laisse ça à d'autres parce que ça n'a jamais fonctionné. En revanche, lorsque vous considérez que vous avez des ultra riches qui ont un taux d'imposition qui est extrêmement bas et bien plus bas que certaines classes moyennes, moi ça me pose problème. Donc effectivement, il y a des ultra riches qui ont un taux extrêmement élevé aussi. Donc ça dépend si vous parlez de certaines entreprises ou si vous parlez de particuliers. Si on parle de particuliers comme vous et moi, vous avez des taux d'imposition qui sont bien connus par un barème, etc. Mais vous avez des mécanismes, et c'est d'où l'intérêt aussi de revenir sur des niches fiscales. Qui ont des surtaxes d'impôts sur le revenu, qui ont été décidées en 2011 et ça n'a jamais été revenu dessus. Ça devait être provisoire d'ailleurs. Vous savez, moi, quand j'étais un peu plus jeune, j'avais créé une société, j'avais un taux d'imposition moyen qui était autour de 30%. Et dans le même temps, à l'époque, je pense que c'est toujours à peu près le cas, vous aviez des grandes sociétés dont la capitalisation boursière était extrêmement élevée, qui avaient un taux d'imposition qui était de moins de 2%. En France, on a des centaines de milliers d'entreprises qui d'ailleurs sont les premiers employeurs du pays, qui ont un taux d'imposition parce qu'ils peuvent pas y échapper, et c'est comme ça. Ils n'ont pas des moyens de défiscaliser, ils n'ont pas donc il faut remettre de l'ordre. Il faut remettre de l'ordre. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un minimum d'équité aussi au niveau des entreprises. Votre grand chef à Plume a décidé de faire l'attractivité pour les entreprises. Donc c'est pour ça qu'il y a des taux allégés pour certaines entreprises. Oui, mais le principe, tout à l'heure on parlait d'exemplarité. Le principe d'équité, c'est aussi de s'assurer que l'effort qui est demandé à l'heure actuelle aux Français soit quand même équitablement réparti entre faites du en même temps. Vous avez bien appris la leçon. Sociétés à tous les niveaux. Il faut se méfier de la droite, parce que c'est vrai que l'impôt sur la fortune, c'est la gauche qui l'a inventé, qui avait supprimé d'ailleurs Édouard Balladur en première cohabitation, mais après, qui a déplafonné, et après Michel Rocard avait dit qu'on ne pourrait jamais prendre plus de 70% aux plus riches. Eh bien, celui qui avait déplafonné, et c'était sans limite, c'était Alain Juppé. Et il y avait certaines personnes qui pouvaient payer jusqu'à 120% de leurs revenus. Donc ça a été déjà en 95. En 81, beaucoup de Français étaient partis, avaient quitté la France à cause de l'imposition. Et celui qui a le plus fait partir de Français de France, c'est Alain Juppé. Plus qu'en 81 sur la somme globale. Et ben voilà, c'est les socialistes anglais des années 60. J'ai une question à poser. Il n'y a plus de questions parce qu'il est 42. Une prochaine fois. Une prochaine fois. Merci Olivier. Merci Martin Garagnon d'être passé par Europe 1.